Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons 5 cas de personnes dévorées vivantes à l'intérieur de leur voiture, des chiens sauvages brisant des vitres en Australie à une meute de loups affamés en Russie. Mais d'abord, nous commençons en Inde, où le rêve de 2 jeunes touristes de faire de la photographie animalière se transforme en un véritable cauchemar. C'était le 14 juillet 2017. À l'intérieur du parc national de Ranthambore, au Rajasthan, en Inde, la chaleur pesait contre la structure métallique de la Jeep. La forêt était trop silencieuse pour cette heure-là, et même le chauffeur avait remarqué que les cerfs sans barre avaient disparu des endroits habituels. Quelque part là-bas, quelque chose de grand se déplaçait, et les touristes ne réalisaient pas encore à quel point ils étaient proches de lui. Dylan Cooper, 28 ans, et Maya Barnes, 26 ans, venant de Manchester. Ils étaient arrivés en Inde 2 semaines plus tôt après avoir économisé pendant presque 1 an. Dylan travaillait comme employé d'entrepôt. Maya tenait le comptoir dans un café. Leur voyage était censé être une courte pause dans la routine avant que Dylan ne reprenne ses quarts de nuit. Tous deux partageaient une légère obsession pour la photographie animalière, inspirée par les documentaires de la BBC qu'ils regardèrent le week-end. Ils avaient en réservé un circuit animalier économique par le biais d'une petite agence locale, attirés par la promesse de voir des tigres du Bengale de près. Dylan avait emprunté un objectif à haut zoom et était déterminé à obtenir une photo parfaite. Le tigre du Bengale est le plus grand prédateur de l'Inde, avec des mâles dépassant 500 livres et des femelles pas loin derrière. Connus pour leur nature territoriale, les tigresses avec des petits sont notoirement défensives, réagissant à toute menace perçue avec une agression immédiate. Ils avaient rejoint 5 autres pour un safari l'après-midi, assis dans une Jeep Gypsy à toit ouvert. Leur chauffeur, Rafik, guidait des tours depuis plus de 10 ans et leur guide de parc, Ashok, avait la patience tranquille de quelqu'un habitué aux avertissements ignorés. Rafik a mentionné que les tigres de Ranthambore s'étaient habitués aux véhicules mais pouvaient devenir agressifs s'ils étaient surpris ou si les touristes enfreignaient les règles. Maya acquiesça mais regarda principalement l'appareil photo de Dylan, souriant alors qu'il ajustait les réglages et parlait de cadrer un tigre au niveau des yeux. Il voulait dire quelque chose que leurs amis ne croiraient pas qu'ils avaient pris eux-mêmes. La Jeep est entrée dans la zone 3, une zone de forêt dense de salles. Le dernier arrêt de la journée était près du lac Rajbag, où des cerfs broutaient tranquillement sur l'autre rive. Cet après-midi-là, le groupe a aperçu un mouvement près d'un point d'eau. Une tigresse, plus tard désignée par les autorités du parc comme RT29, allongée à moitié à l'ombre, son petit presque adulte reposant à côté. Les animaux étaient à moins de 90 pieds. Les appareils photos se sont levés instantanément. Le guide a chuchoté à tout le monde de rester silencieux, de photographier depuis l'intérieur de la Jeep. Ashok les a avertis fermement qu'il était interdit de descendre, mais Dylan avait déjà passé une jambe par-dessus. Maya a suivi en s'accrochant à son bras. Il se tenait à seulement quelques mètres de la porte ouverte, assez près pour sentir l'odeur de la terre humide et entendre les insectes au loin. Les appareils photos des autres touristes ont tout capturé. Le petit a levé la tête en premier. Ses oreilles ont bougé vers l'avant, puis se sont aplaties. La queue de la tigresse a commencé à bouger, lentement et délibérément. Elle s'est levée avec un faible grondement, ses muscles se contractant sous une peau rayée en avançant. Rafik a sifflé pour qu'il rentre. Dylan a de nouveau levé sa caméra. Et ce mouvement, petit, soudain, confiant, était suffisant. La tigresse a chargé. La distance a disparu en quelques secondes. L'impact a frappé Dylan. Des témoins ont dit qu'on aurait dit qu'il avait été frappé par une poutre tombante. Un instant debout, le suivant écrasé en dessous. La tigresse a refermé ses mâchoires autour de son cou. Maya a crié et a trébuché en arrière vers la Jeep. Mais le tigre l'a poursuivie, la saisissant par la cuisse. Elle est tombée face contre terre, se débattant sauvagement alors que le petit lui déchirait la jambe. Rafik a frappé du poing sur le capot, faisant rugir le moteur. Le bruit a fait faire une pause à la tigresse juste assez longtemps pour que le petit relâche Maya. Elle a essayé de ramper, traînant sa jambe blessée dans la terre. Le corps de Dylan a tressailli une fois sous le poids de la tigresse, puis est resté immobile. Quand la tigresse s'est tournée vers la Jeep, Rafik a mis le véhicule en marche arrière. Le groupe a crié à Maya de bouger, mais elle n'a pas répondu. Le petit est revenu vers elle, frappant de sa patte, griffe lui ouvrant le dos de l'épaule à la taille. L'attaque a duré moins de 2 minutes. Lorsque la tigresse s'est finalement retirée, traînant Dylan par le cou dans la haute herbe, le petit a suivi. La forêt est devenue silencieuse à l'exception du moteur de la Jeep et du léger bruissement là où les tigres avaient disparu. Maya est restée immobile. Les autres touristes sont restés figés, aucun n'osant descendre. Ashok a radioé une unité de patrouille à proximité. Les gardes forestiers de la patrouille sont arrivés sur le site près d'1 heure plus tard, retardés par un mauvais contact radio et un terrain difficile. À ce moment-là, la lumière avait complètement disparu et la forêt était à nouveau silencieuse. Ils ont trouvé Maya près de la route, sans vie, la jambe mutilée et le dos profondément lacéré. Une équipe de recherche a suivi les traces de dragage à travers les broussailles et a localisé les restes de Dylan à environ 21 mètres de la clairière. Tous deux avaient été traînés et des signes de comportement alimentaire initial étaient présents sur les restes.
Les Rangers ont couvert les corps de toile et les ont placés dans le véhicule. Le parc a été fermé pendant les 3 jours suivants pendant que les autorités examinaient les procédures de sécurité. La nouvelle de l'incident a brièvement atteint les médias nationaux en Inde, suscitant des critiques du public concernant l'application des règles pour les touristes et la supervision des guides. La tigresse et son petit ont été suivis et plus tard relocalisés dans une réserve restreinte à l'extérieur de Jaipur. Une enquête interne menée par le département des forêts a conclu que l'attaque résultait de violation des règles, bien qu'aucune accusation n'ait été portée. En une semaine, la couverture médiatique a diminué, éclipsée par une série d'attaques d'animaux dans les districts voisins. Pourtant, alors que les vies de 2 touristes se terminaient dans de hautes herbes tachées de sang, en Australie, un chauffeur de camion en panne observait des chiens sauvages sans se douter que sa vitre de cabine était sur le point de devenir la seule barrière entre eux. C'était le 8 novembre 2014 sur la plaine de Nullarbor, en Australie méridionale. L'autoroute était vide sur près de 100 miles dans toutes les directions, un endroit où les moteurs tombaient en panne plus souvent que l'aide n'arrivait. Des chiens sauvages avaient été aperçus le long de la route depuis des semaines, mais peu de conducteurs s'arrêtaient assez longtemps pour les remarquer. Gareth Mills, âgé de 44 ans, conduisait des camions depuis plus de 20 ans. Il travaillait sur des routes longues et répétitives entre Perth et Adélaïde. Il aimait la solitude, les routes droites et le rythme prévisible du travail. Ce week-end-là, il était sur le trajet retour d'un transport en solo, transportant des pièces de rechange vers Kalgoorlie avant de couper au sud à travers la plaine. Il était parti tard, espérant rattraper le temps en conduisant toute la nuit. Le Nullarbor était un terrain familier pour lui. Il avait dormi dans la cabine de nombreuses fois, avec seulement le vent et les insectes pour compagnie. Son camion était son univers, des outils dans la boîte à gants, de la nourriture dans une petite glacière, une radio bidirectionnelle qu'il gardait sur le canal 40 pour l'assistance routière. Il était déjà tombé en panne auparavant, mais pas ici, sur un tronçon aussi éloigné du prochain relais routier. Cet après-midi-là, à environ 90 miles à l'ouest de Mundrabita, le moteur a tout sauté et s'est arrêté. Il s'est dirigé vers le bas-côté, a vérifié les jauges, puis la batterie. Le problème semblait électrique. Il a passé un appel radio à un répartiteur à Northman qui a dit qu'une unité de remorquage ne pourrait pas l'atteindre avant le matin. Gareth a coupé le contact, laissant les feux de stationnement allumés. Il s'est adossé dans la cabine, a déballé un sandwich de la glacière et a mangé lentement. Les chiens sauvages qui parcouraient le Nullarbor étaient des descendants d'animaux domestiques et de dingos mélangés au fil des générations pour former une souche semi-sauvage robuste. Ils voyageaient en meute de 6 à 12, fouillant les carcasses de monades d'animaux ou pillant les poubelles des aires de repos. Parfois, il était connu qu'ils attaquent le bétail ou les gens lorsque la nourriture était rare. Ils pouvaient sentir la viande ou la décomposition à plus d'1,6 km. Les attaques enregistrées sur les personnes étaient presque inconnues dans la région et cela a été plus tard décrit comme une rare convergence de conditions, une panne de moteur, une longue isolation et une cabine partiellement endommagée qui a permis aux charognards d'agir avec une agressivité inhabituelle pour leur espèce. Vers minuit, Gareth a remarqué un mouvement près du faisceau de ses phares. Des ombres passaient dans et hors de vue près du sol. Il se pencha en avant, pensant d'abord que c'étaient des kangourous qui traversaient, puis il l'entendit, un aboiement guttural et bref, non pas lointain mais proche. Des formes commencèrent à faire le tour du camion juste à l'extérieur du cône de lumière. Il en compta au moins 4. Ils se déplaçaient avec une sorte d'ordre, se répandant, les queues raides, les yeux brillants lorsqu'ils passèrent à travers la lumière. Il verrouilla ensuite les portes, les aboiements sont devenus plus forts, puis se sont transformés en grognements. Quelque chose a cogné contre le côté de la cabine. Il alluma la lumière intérieure et attrapa une clé à molette du sol. À travers le pare-brise, il pouvait maintenant voir leurs silhouettes. Des chiens, maigres et sales, avec les épaules épaisses et les têtes étroites des dingos. Ils tournaient autour des pneus avant, le nez en l'air. Un a sauté à la porte, griffes raclant le métal. L'odeur de sueur et de vieux aliments remplissait la cabine. Gareth a crié, a frappé le klaxon, mais cela ne les a que plus excités. Les automobilistes en direction et se sont souvenus plus tard avoir vu la lumière du plafonnier du camion clignoter brièvement avant de s'éteindre. C'était la dernière fois que quelqu'un a vu du mouvement à l'intérieur. Lorsque la dépanneuse est arrivée juste après le lever du soleil, la scène semblait ordinaire. Puis, ils ont remarqué le rétroviseur latéral pendant la vitre de la fenêtre du conducteur brisée vers l'intérieur. Les enquêteurs ont déterminé que la vitre côté conducteur avait été partiellement abaissée pour la ventilation, la rendant vulnérable lorsque les chiens ont sauté contre elle. Les enquêteurs médico-légaux ont reconstitué les événements à partir des preuves à l'intérieur. Les chiens s'étaient probablement rassemblés du côté conducteur, sautant à plusieurs reprises contre la fenêtre. Avec le temps, le verre trempé s'est fissuré sous la pression des griffes et des impacts. Quand il a cédé, Gareth était assis sur le siège du conducteur, essayant peut-être de redémarrer le camion. Les traces de sang montraient qu'il avait d'abord été attaqué au bras et à l'épaule, les blessures de défense suggérant qu'il avait brandi la clé à molette. Un chien lui a déchiré l'avant-bras, sectionnant des tendons, tandis qu'un autre s'agrippait à son cou. Il y avait des preuves de mouvement à travers la cabine, des traces de sang sur le volant, le siège passager et le panneau latéral. Il s'était battu pendant plusieurs minutes avant qu'une artère ne soit déchirée. Quand les secouristes l'ont trouvé, son corps était affalé sur le côté contre la porte.
L'intérieur était maculé de sang et de traces de pattes. Plusieurs vêtements manquaient, probablement déchirés dans la lutte. Des marques de griffes ont marqué le tableau de bord. Il n'y avait aucun chien en vue le matin, seulement des traces menant à la broussaille derrière le camion. Les agents de la faune ont capturé 5 chiens errants à moins d'1 mile du site cet après-midi-là. L'analyse a confirmé que le contenu de leur estomac contenait des tissus humains. Tous ont été euthanasiés sur place. La société de transport routier a publié un petit avis 2 semaines plus tard avertissant les conducteurs de rester à l'intérieur et de garder les radios actives en tout temps. Personne de la famille de Garrett n'a parlé publiquement. Ses cendres ont été dispersées discrètement à l'extérieur de Perth, près du dépôt où a commencé son dernier trajet. L'outback australien a été témoin d'intérieurs de taxis ensanglantés, où des chiens sauvages avaient fait des ravages. Et au Kenya, un couple garait leur jeep à portée de bond d'une troupe de lions, provoquant un saut de 400 livres. C'était le 19 mars 2016 dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les plaines. C'était cette lumière dorée dont rêvent les photographes, l'heure où tout semblait vivant et calme juste avant que les prédateurs ne commencent à bouger. Anton et Lena Fischer, tous deux âgés de 34 ans, étaient arrivés de Hambourg 3 jours plus tôt. Anton était un ingénieur civil qui économisait chaque année pour de longs voyages photographiques. Des oiseaux en Namibie, des éléphants au Botswana, maintenant des lions au Kenya. Lena travaillait pour une société de transport maritime et disait souvent qu'elle n'aimait pas la chaleur, mais elle venait quand même, s'occupant de la logistique et prenant des notes. Nous avons planifié le voyage avec une petite agence de voyage, en partageant le temps entre des visites guidées et une journée de conduite autonome, un privilège toujours autorisé dans certains secteurs. Anton voulait que ce jour-là soit photographié sans foule. Leur plan était simple, prendre la Jeep, faire une petite boucle autour des Topi Plains et revenir au crépuscule. Ils ont emballé de la nourriture, une glacière de boissons et 2 boîtiers de caméras avec de longs objectifs. La trappe de toit de leur Toyota Land Cruiser de location était fixée, ouverte pour le tournage. Les Rangers avaient mentionné que des lions étaient actifs près de la zone cette semaine-là, avec une troupe se reposant près d'un point d'eau. Anton a ignoré l'avertissement. Il voulait des photos de près et croyait que rester dans le véhicule était suffisamment sûr. Les côtés de la Jeep étaient fermés et la trappe assez large pour se tenir debout pour la photographie. Cela semblait contrôlé. Une rangée d'acacias marquait le bord d'un lit de ruisseau asséché où un groupe de lions, 6 femelles et 3 jeunes adultes, s'étendaient à l'ombre éparse. Ils étaient maigres, après la fin de la saison sèche, leurs côtes légèrement visibles sous leur pelage fauve. Les lions dans le Mara étaient habitués aux véhicules, mais tous ne toléraient pas l'intrusion. Les femelles adultes pouvaient peser plus de 280 livres, assez fortes pour traîner un zèbre par le cou. Elles pouvaient sauter 3 mètres en un seul bond. Plus tôt cette semaine, les gardes forestiers avaient publié des avis conseillant aux visiteurs de rester à l'intérieur des véhicules fermés et d'éviter de se garer près des lions au repos. Les guides ont dit que la fierté des Topi Plains était devenue agitée dernièrement, probablement en raison de la proximité des hyènes ou des changements territoriaux. D'autres touristes cet après-midi-là ont remarqué que le Jeep blanc du couple s'était approché de la lisière des arbres, plus près que recommandé. Leur guide, un conducteur expérimenté nommé Samuel Otieno, a dit plus tard avoir vu Anton se tenir debout à travers la trappe du toit, visant son objectif téléphoto directement sur les lions. Anton s'était penché à moitié hors de la trappe, le haut de son corps exposé au-dessus de la ligne de toit. Pendant presque 1 minute, la troupe s'est restée immobile. Puis une lionne a levé la tête. Les témoins l'ont décrite se levant doucement, la queue frémissant une fois, le regard fixé sur le véhicule. Elle avançait, lente mais déterminée. Anton a changé de position, peut-être pour une meilleure photo. La lionne a commencé à trotter, réduisant la distance. Lena appela son mari en lui faisant un signe de s'asseoir. L'animal s'élança dans une courte course, son allure basse et rapide. Elle frappa l'avant de la Jeep avec ses pattes avant, ses griffes accrochant le bord du capot. D'un seul mouvement, elle était en haut, grondant, ses pattes frappant le métal. Anton s'est baissé à moitié dans la trappe. Des témoins d'un véhicule de tourisme à proximité ont crié de démarrer le moteur. La lionne a bondi en avant, une patte frappant à travers le toit ouvert, les griffes déchirant le visage et l'épaule d'Anton. Lina a crié et a essayé de le tirer en arrière, mais la lionne a forcé sa tête à travers l'ouverture, les mâchoires se refermant sur le cou d'Anton. Lena a essayé de repousser le lion, frappant son museau avec ses 2 mains. Un autre lion, un jeune mâle, s'est déplacé du côté passager, griffant la vitre. Les griffes crissaient contre le verre. La première lionne a tiré sur le haut du corps d'Anton. Quand le véhicule guide a fait vrombir son moteur et s'est avancé vers eux, la lionne s'est retournée, traînant Anton à moitié hors de l'écoutille. Lina s'est accrochée à son bras jusqu'à ce que le poids la tire en avant. Elle est tombée contre le siège, saignant de profondes entailles aux avant-bras. Des témoins ont dit que les lions se sont retirés seulement lorsque le deuxième véhicule a klaxonné et s'est rapproché. La lionne a laissé tomber le corps d'Anton à côté de la Jeep, se tenant au-dessus de lui, son museau taché de sang. Lina est sortie en titubant par la porte latérale, hurlant et s'effondrant sur le sol. Le lion plus jeune a fait un tour avant de se retirer à l'ombre.
Les gardes forestiers stationnés à proximité sont arrivés en 15 minutes. À ce moment-là, Anton était déjà mort des suites de blessures graves au cou et à la poitrine. Lina respirait encore mais était inconsciente. Son bras droit déchiré presque jusqu'à l'os. Elle est décédée dans le camp médical avant l'évacuation. Les autorités ont bouclé la zone à la tombée de la nuit. Les rapports d'autopsie ont indiqué que la cause de la mort d'Anton était une dislocation cervicale et une exsanguination. Les blessures de Lina étaient compatibles avec des blessures défensives. Le système de permis de conduite autonome pour cette section de la Mara a été suspendu immédiatement. Les gardes forestiers ont souligné que les lions montraient un comportement territorial normal provoqué par la proximité et le bruit. La famille Fischer a refusé les interviews et leur agence de voyage a retiré toutes les images des réseaux sociaux. Leurs dépouilles ont été envoyées à Nairobi, puis rapatriées en Allemagne en une semaine. Pendant des mois après l'incident, les guides l'utilisaient comme un avertissement pour les touristes. La Jeep blanche a finalement été remorquée et démontée pour inspection, mais pendant un certain temps, les habitants disaient qu'elle était garée derrière le poste des gardes forestiers. Cependant, même si la savane kenyane résonnait des cris des touristes allemands, au Zimbabwe, un braconnier chargeait de la viande de brousse fraîche dans son camion, inconscient qu'un éléphant mâle en colère suivait le bruit de son fusil. C'était le 22 décembre 2015, dans le parc national de Hwange, à l'ouest du Zimbabwe. La terre semblait calme, mais portait les traces de tension. Des braconniers avaient été actifs cette semaine-là, et les animaux étaient devenus inquiets. Tobias Schuma avait 46 ans, autrefois un éclaireur de jeu respecté sous l'autorité des parcs nationaux. Il avait passé des années à guider des patrouilles anti-braconnage et connaissait la disposition du parc aussi bien que quiconque vivant. Mais lorsque son contrat a pris fin en 2013 et qu'il n'a pas réussi à trouver un travail stable, il a commencé à chasser les petites antilopes pour les vendre pour leur viande. Ce n'était pas une question d'avidité. C'était une question de survie. Il vivait avec la famille de sa sœur, soutenant 5 enfants. Les risques étaient familiers, patrouilles, informateurs, animaux sauvages, mais les méthodes l'étaient aussi. Il utilisait encore sa carte d'identité de scout, espérant que s'il se faisait attraper, cela lui vaudrait un avertissement plutôt qu'un séjour en prison. Il conduisait seul cette nuit-là, vêtu d'une chemise kaki délavée et de bottes en caoutchouc, suivant un chemin de terre qu'il avait parcouru des centaines de fois au cours de sa carrière. Son plan était de tirer sur une impala avant minuit et de rentrer chez lui avant l'aube. La chaleur de décembre persistait même après la tombée de la nuit, l'odeur de poussière et de diesel se mêlant à l'odeur âcre de sang d'une précédente chasse. Le clair de lune révélait de larges étendues d'herbe et des acacias dispersés. La frontière sud de Kwanga était sèche, ses bassins réduits à de l'argile craquelée. Les animaux s'étaient rassemblés autour des points d'eau plus profonds. Parmi eux, des éléphants mâles qui étaient devenus de plus en plus agressifs ce mois-là. Les rangers avaient remarqué un en particulier, un grand mâle avec une oreille droite déchirée, qui avait chargé les véhicules sans provocation. Les éléphants, en particulier les mâles en période de must, peuvent atteindre des vitesses de 40 km/h et transporter jusqu'à 6 tonnes de masse. Tobias avait vu des troupeaux d'éléphants toute sa vie et supposait que celui-ci garderait ses distances. Lorsqu'il a aperçu une impala broutant près d'un monticule de termites, il s'est garé, est descendu et a tiré une seule fois. L'animal est tombé immédiatement. Il a traîné la carcasse dans le lit du camion, l'a attaché avec une corde et a démarré le moteur. Il n'a pas remarqué la forme ombragée à 50 mètres, un taureau solitaire se déplaçant nerveusement entre les arbres. Plus tôt dans la journée, 2 villageois avaient averti Tobias que les éléphants près de Ngamo se comportaient de manière erratique, endommageant les clôtures et chargeant au bruit lointain. Il avait ri, disant qu'ils devenaient toujours agressifs lorsque des braconniers perturbaient leurs petits. Alors qu'il faisait marche arrière pour tourner, ses phares éclairèrent brièvement le flanc de l'animal. Le taureau s'est figé, les oreilles écartées. Tobias a klaxonné une fois, ayant l'intention de le faire fuir. C'était l'erreur. Peu de temps après, l'éléphant a chargé. Le premier impact est devenu de côté. Un coup sourd et commotionnant qui a cassé les cieux avant et déséquilibré le camion. Tobias a tenté de reculer à nouveau, les pneus tournant dans la poussière, mais le taureau a frappé encore, sa défense creusant la porte du conducteur. Le véhicule a basculé, a roulé et a atterri sur le toit. Le corps de Tobias a frappé la fenêtre, la brisant vers l'extérieur. Il a essayé de ramper à moitié en dehors, désorienté lorsque l'éléphant a piétiné le taxi en appuyant avec plusieurs tonnes de poids. Le métal s'est effondré autour de lui, une défense a traversé le toit et a déchiré vers l'arrière. Le torse de Tobias a été coincé sous le cadre écrasé, causant une compression thoracique massive qui a entraîné des blessures internes mortelles. Du sang s'est répandu sur le panneau de porte. L'animal a encore avancé, brisant le pare-brise, écrasant le capot et tordant la colonne de direction dans le plancher. Lorsque le taureau s'est finalement retiré, il est resté à côté de l'épave, secouant la tête et frappant du pied. La carcasse de l'impala était tombée du lit et l'éléphant l'a poussé de côté avant de se retirer dans les arbres.
D'après les enquêtes, vers minuit, des hyènes ont commencé à arriver, probablement attirées par l'odeur de sang et de métal déchiré. Les marques de morsures sur les restes ont montré plus tard qu'elles se nourrissaient principalement des tissus exposés du cou, des avant-bras et de l'abdomen. À l'aube, 2 gardes en patrouille ont découvert la scène. Le pick-up était renversé, son châssis plié et le toit aplati presque au niveau des sièges. Le corps de Tobias était à moitié sorti de la fenêtre du conducteur, le visage tourné vers la terre. Son fusil reposait sous le camion plié en 2. Un ranger l'a reconnu immédiatement. Ils ont couvert le corps avec une bâche et attendu le transport, gardant leur fusil prêt. L'autopsie à l'hôpital du district de Hwanghae a confirmé une compression massive de la poitrine, des fractures du crâne et des vertèbres cassées compatibles avec un piétinement par un grand animal. Les photographies médico-légales ont montré une consommation partielle post-mortem par des hyènes. L'éléphant n'a jamais été retrouvé. Les autorités n'ont jamais fait de déclaration officielle. Son enterrement a eu lieu ce vendredi-là. Le cercueil simple et non marqué, sauf pour son nom gravé dans un coin. Sa sœur a pleuré silencieusement pendant le service, disant seulement que Tobias leur avait appris à ne jamais craindre la brousse. Plus tard, elle a dit à un garde forestier que son frère avait prévu d'arrêter la chasse après les vacances, commencer à travailler dans un lodge de safari si un poste s'ouvrait. Elle attendait toujours cet appel. Alors que la poussière retombait sur les restes piétinés au Zimbabwe, en Russie, un agent d'entretien découvrirait que lorsque l'emprise de l'hiver se resserre et que la faim pousse les prédateurs au désespoir. C'était le 12 juin 2016, près du parc national des glaciers, dans le Montana. La saison estivale venait de commencer et l'entrée ouest du parc était déjà encombrée de 4x4 de location et d'aires de stationnement bondées de visiteurs prenant des photos d'élan. Les gardes forestiers avaient émis des avertissements depuis des semaines. Des ours noirs étaient actifs le long de la crique McDonald, attirés par les premières remontées de saumon et les déchets touristiques qui les accompagnaient. Emily Warren, âgée de 24 ans, était une étudiante de l'université de Spokane en visite au parc avec 2 amis. Elles avaient fait le trajet en voiture pour un week-end dans une berline empruntée, espérant voir des animaux sauvages avant que la foule ne s'épaississe. Emily était la personne extravertie du groupe, connue pour prendre des risques, s'approcher des animaux pour les photos et publier les résultats en ligne avec des légendes sarcastiques. Ses amis Tessa et Brooke ont dit plus tard qu'elles voulaient toujours des photos qui faisaient réagir les gens. Ils avaient passé la journée à parcourir de courts sentiers et à s'arrêter au point de vue. Vers 18h30, alors qu'ils retournèrent vers West Glacier, la circulation a ralenti près d'un point d'arrêt près du ruisseau. Un groupe de voitures s'était arrêté, quelqu'un pointait vers la lisière des arbres. Ours noir, pesant environ 200 livres, se déplaçait le long du talus, s'arrêtant parfois pour fouiller dans les broussailles. L'ours avait l'air calme, habitué aux véhicules. Les touristes se penchaient par les fenêtres pour prendre des photos. Emily a dit à ses amis de s'arrêter. L'air était chargé de l'odeur de pain mouillé et des gaz d'échappement. L'ours s'est approché, traversant un fossé étroit et reniflant près du bord de la route. Les autres conducteurs ont commencé à avancer. Emily a baissé sa fenêtre, filmant avec son téléphone. L'ours a levé la tête, regardant les voitures passer. Sa vidéo l'a capturé riant doucement, disant qu'il est tellement détendu. Quand l'animal s'est détourné, elle a ouvert sa porte à moitié et est sortie avec son téléphone levé. Tessa lui a dit de rentrer, mais Emily l'a ignoré. L'ours s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. Elle émit un léger bruit de cliquetis, l'appelant Buddy en s'approchant. C'est alors qu'il souffla. Un avertissement sonore que la plupart des gens auraient bien reconnu comme un signe de recul. Emily hésita, sourit à la caméra, puis tendit la main vers sa poche, probablement pour chercher un emballage de collation dont elle plaisantait d'utiliser pour attirer son attention. Les oreilles peau de l'ours se sont aplaties. Chargée, la course du fossé à la voiture a pris moins de 3 secondes. Emily s'est retournée pour courir, trébuchant sur le rebord de gravier près de la porte ouverte. L'ours l'a frappée par derrière, ses griffes déchirant le dos de sa veste. Elle a crié une fois, essayant de se hisser sur le siège du conducteur. L'ours est entré après elle, ses pattes avant atterrissant sur le siège alors qu'il mordait son épaule. Brooke a essayé de claquer la porte de l'autre côté, mais le corps de l'ours l'en empêchait. Il a violemment balancé sa tête, traînant Emily à moitié hors du véhicule. Les témoins dans la voiture suivante ont vu la scène se dérouler à environ 6 mètres. Un homme a appuyé sur son klaxon sans arrêt tandis qu'un autre jetait une bouteille sur l'animal. L'ours a lâché prise un instant, reculant juste assez pour qu'Emily s'effondre dans le marchepied. Le sang couvrait le volant et le panneau de porte. L'ours a frappé à nouveau, attrapant sa jambe et déchirant le denim et la peau jusqu'aux muscles. Brooke est montée sur le siège arrière en criant, tandis que Tessa tâtonnait avec le contact, appuyant sur l'accélérateur avant que la porte ne soit fermée. La voiture a avancé brusquement, déséquilibrant l'ours qui a lâché prise. Il a suivi pendant quelques mètres, avant de revenir vers la lisière des arbres. Ils ont parcouru moins d'1 mile avant de s'arrêter à un poste de contrôle de garde forestier. Emily était encore consciente, saignant abondamment de profondes morsures à l'épaule et à la cuisse. Elle avait perdu beaucoup de sang avant l'arrivée des ambulanciers. Les rangers en patrouille ont atteint le point de contrôle en 15 minutes, appliquant des pansements compressifs jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.
Malgré les soins d'urgence à l'hôpital régional de Kalispell, elle a fait un arrêt cardiaque dans l'heure. Les gardes du parc ont sécurisé la zone et suivi les traces de sang vers le ruisseau. L'ours, plus tard identifié comme un jeune mâle adulte, a été localisé cette nuit-là fouillant près d'un site de pique-nique. Il ne montrait aucun signe d'agression continue envers les véhicules, mais avait des traces de tissu humain dans le contenu de son estomac. Après examen par les responsables de la faune, l'animal a été euthanasié sur place conformément au protocole du parc. L'enquête a révélé qu'Emily avait enfreint plusieurs règlements de sécurité, y compris en sortant de son véhicule à moins de 50 mètres d'un ours et en possédant des aliments en dehors des zones désignées. Plus tard, les Rangers ont confirmé que la vidéo récupérée de son téléphone correspondait à la chronologie reconstituée à partir des déclarations des témoins, montrant le premier grognement d'avertissement de l'ours, son hésitation et le premier bond. Dans les semaines qui ont suivi, Tessa et Brooke ont quitté l'école tôt cet été-là, incapables de terminer le semestre. La voiture de Tessa, celle qu'elles avaient utilisée pour le voyage, est restée immobile dans son allée pendant des mois. À la demande du parc, les deux sont retournés à Glacier fin août pour un débriefing à huis clos avec les Rangers. Leur amitié n'a pas survécu l'année suivante. Brooke est partie dans le sud pour une école d'infirmière. Tessa a été transférée à un collège communautaire plus proche de chez elle.